Spiritualisme. Un système de croyances ou de pratiques religieuses basé sur une supposée communication avec les esprits des morts. À mesure que la civilisation occidentale évoluait rapidement dans la moitié du deuxième millénaire, l'idée du spiritisme a également pris de l'ampleur. Le christianisme était en perpétuel changement, cherchant sa place dans ce monde moderne qui allait vite. D'abord avec la réforme dans les années 1500 qui a donné naissance aux dénominations protestantes, puis avec la contre-réforme qui a vu un renouveau de l'Église catholique. De nouvelles idées étaient constamment explorées. L'idée de l'occulte est devenue moins tabou et au fil du temps, le spiritisme a fait son chemin. Même si l'idée des fantômes a toujours été ancrée dans notre conscience collective depuis longtemps. Les esprits prenaient généralement la forme d'âmes bienveillantes qui étaient dans un état de purgatoire en route vers le paradis ou l'enfer. Mais dans l'Amérique des années 1800, une croyance chrétienne est née, selon laquelle jusqu'au-delà de notre portée mortelle se trouvait un royaume spirituel où résidaient les défunts. On pouvait surtout contacter des femmes qui commençaient à se présenter comme médiums. Elles organisaient des séances avec des gens espérant entrer en contact avec les âmes de leurs proches décédés. Ces pratiques a explosé dans les États-Unis nouvellement industrialisés et s'est rapidement répandu en Europe et en Amérique latine. Bien que le phénomène des séances a été plus ou moins une mode qui s'est estompée avec le temps, les idées du spiritualisme sont restées bien présentes dans la culture occidentale. Une partie de ça a même évolué vers le nouvel âge inspiré par l'Est. Mais une partie de ça évoluera en une croyance culturelle dans le paranormal, qui attendra son apogée dans les années 70 avec des hantises médiatisées comme l'Amityville ou des chercheurs paranormaux célèbres comme Ed et Lorraine Warren. Je viens de voir le film de 2002, La prophétie des ombres, qui parle de la légende urbaine du Mothman qui a commencé à Point Pleasant en Virginie occidentale à la fin des années 60. J'ai trouvé qu'il était désuet d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je m'attendais à ce que ce film parle d'une enquête paranormale et j'ai été vraiment surpris de voir à quel point beaucoup de personnes croyaient au surnaturel si facilement dans un film d'horreur moderne. D'habitude, dans ce genre de film, les héros savent rien au paranormal et ils croient pas du tout jusqu'à ce que ça leur saute à la face. Mais dans La prophétie des ombres, quasiment tout le monde dans le film envisage l'idée que des forces surnaturelles expliquent tout. Et ça, tout au long du film. Dans les années 2000, t'avais des émissions diffusées à l'échelle nationale comme Crossing Over, où John Edwards prétendait communiquer avec les esprits des proches décédés de son public. Il y avait aussi plein d'émissions sur la chasse aux fantômes, où des gens se baladaient dans des lieux flippants la nuit. C'était l'époque du toast de Jésus, de la statue de la Marie qui saignait, des gens qui venaient dans des talk-shows nationaux pour raconter tout ça comme 23 minutes en enfer. Je sais pas si c'est à cause d'un déclin massif de la religion organisée ou simplement d'une montée générale du scepticisme. Mais la société d'aujourd'hui n'a pas l'air aussi prête à croire au paranormal qu'avant. Dans les années 90 sur Internet, c'était différent. Et c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons plonger dans un monde de manifestations de fantômes, d'enquêtes paranormales, de fous et d'autres rencontres avec les morts. Le monde des fantômes et des hantises au début d'Internet avait l'air assez différent de ce qu'il est maintenant. Et pas seulement parce que le paranormal est un sujet plus courant, non. Ça revient vraiment à la nature du web 1.0 et du web 2.0. À l'époque d'Internet, la plupart des gens ne monétisaient pas leur contenu. Les systèmes pour le faire n'étaient tout simplement pas en place. Donc, tout ce qui touchait aux fantômes, aux hantises et au paranormal était mis en ligne uniquement par passion, pas par intérêt financier. Tu ne vas pas trouver des appels à 3 heures du matin avec Freddy Facebeer sur Internet des années 90. Je dis pas que le contenu fait pour le profit, c'est pas cool. Moi, je gagne l'argent avec mes vidéos. Et crois-moi, je préférais largement mater les enquêtes de fantômes de Nick et Ryan sur YouTube plutôt que d'aller zioter la page de Karen avec ses photos de fantômes. Mais comme quasiment tous ceux qui créent ces sites le font juste pour partager avec les autres, le contenu est différent. Les gadgets high-tech pour chasser les fantômes et détecter les perturbations magnétiques sont remplacés par un simple appareil jetable pour prendre des photos d'ombre. Les vidéos sont super bien produites, faites par une équipe, laissent la place aux murs de textes écrits par une seule personne, pas de pseudo-célébrités qui font du ghost hunting juste pour gagner du fric avec du contenu. Tu avais des enquêteurs passionnés qui proposaient leurs services gratuitement, espérant désespérément trouver des preuves du paranormal. Pas de démonétisation, pas de droits d'auteur à gérer, pas d'algorithme ou de sponsors qui traînent. Sérieux, j'allonge toujours trop mes intros. Alors on y va direct.
Le site Die Hensiden a été archivé pour la première fois en janvier 1999. La page d'accueil nous montre un petit texte écrit par le créateur, un Danois qui s'appelle Balder Olish. Il explique qu'on va voir une série de photos tirées d'un livre, trouvé dans une librairie d'occasion en Allemagne quelques années auparavant. Ce livre avait apparemment le nom de famille de Balder sur la couverture, ce qui avait attiré son attention. Il a demandé au gérant du magasin à son sujet, qui lui a dit qu'il provenait de l'héritage d'un GI américain décédé. Balder a alors acheté le volume et l'a ramené à son hôtel, où il a découvert que la jaquette ne correspondait pas au livre lui-même. La couverture rigide porte le titre « L'Incident ». Non seulement ce livre se lit de droite à gauche comme un manga, mais il contient aussi de nombreux éléments dérangeants. La première image nous montre une scène inexplicable. On voit 4 personnes assises autour d'une table, en état de panique. Une 5e personne est hissée dans les airs parce qu'il semble être des tentacules de lumière émanant d'un trou du plafond, avec des pointes métalliques qui dépassent. La photo a été accompagnée d'une légende suivante. Au 3e coup de cloche, au grand tribunal, Mr. Kine doutait des pouvoirs du nouvel ordre mondial. Et regardez comment on lui a donné une leçon. Le jeune homme qui s'évanouissait au centre de l'image était un étudiant américain dont le grand leader, Mr. Oswald, tirera le premier coup de nouvelle ère pour nous. Au cas où tu ne le saurais pas, M. Oswald fait probablement référence à Lee Harvey Oswald, l'homme qui a tiré et tué JFK au Texas en 1963. Et vu que ces photos ont été trouvées en Allemagne, le grand leader dans la légende fait probablement référence à Hitler, ce qui signifie que ces photos ont été prises quelque part au début des années 40. Les nazis étaient connus pour s'intéresser à ça. On avance plus vite que prévu. Continuons à lire. La prochaine photo est prise du même angle dans la même pièce, mais avec un groupe de personnes différents. C'est un peu comme la précédente, sauf que cette fois, au lieu de tentacules, on a une femme inanimée qui semble sortir d'un genre de portail en plein air. La légende dit « L'amie de Serre, Miss Odin, est très populaire dans les médias ce soir-là. 4 démons se disputaient son corps fragile, mais après cet incident, elle est partie vivre en Amérique sous une nouvelle identité. » Je peux pas vraiment te montrer l'image suivante sur YouTube, puisque ça respecte pas les règles. Je vais juste te lire alors la légende. Cette dame de Varsovie essayait de se faufiler dans le groupe et a fini par faire une lévitation très convaincante. La serviette censée représenter du plasma est encore accrochée à son nez. L'image suivante est plus chaotique. Des chaises volent partout dans la pièce. La légende dit « Les expériences du docteur Mesmer sur les technologies extraterrestres étaient notoires. Remarquez les tranches de Roswellium montées sur les pieds des chaises. » Le docteur Mesmer parle ici de Franz Mesmer, un médecin allemand du 18e siècle qui avait proposé une école de médecine appelée magnétisme animal. C'est l'idée qu'il existe partout autour de nous une sorte de force surnaturelle dormant qui peut être canalisée pour soigner les gens. Mesmer aurait soi-disant réussi à guérir au moins quelques personnes avec sa technique, mais dans les années qui ont suivi sa mort. L'idée de magnétisme animal a lentement évolué vers l'hypnotisme. Il n'y avait jamais eu de force naturelle. Tout ça, c'était le pouvoir de suggestion. Mesmer est sans doute aujourd'hui surtout connu pour le mot « éblouir ». En ce qui concerne de Roswellium, dans cette légende, je ne trouve pas ce mot ailleurs. Donc je suppose qu'il fait probablement référence à Roswell, au Nouveau-Mexique, où se trouve la zone 51. La prochaine image est prise d'un autre angle et montre un homme flottant au-dessus de la table, entouré de plusieurs tentacules lumineux. La légende dit « Mr. Klein est soudainement frappé par un électrospasme et il vit pendant plusieurs secondes, tremblant dans les airs. Remarquez le calme de Mesmer. Était-il l'oiseau? Scepter le pense. Et Mesmer est exclu peu de temps après. » La photo suivante montre un groupe de personnes s'approchant à une table flottante accompagnée de la légende suivante. Il s'agit de la dernière photo connue de Magda Goebbels. Elle était clairement identifiée par les 2 cicatrices sur sa joue droite et sa mâchoire manquante. Sa mort reste un mystère. De nombreuses personnes ont affirmé par la suite de l'avoir rencontrée dans une dimension supérieure. Cependant, elle a refusé de parler de l'incident. Magda Goebbels fait sûrement référence à, évidemment, Magda Goebbels, la femme de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande du parti nazi, l'homme de main d'Hitler. Tout comme Hitler, Magda et son mari se sont enlevés la vie après avoir perdu la guerre qu'ils avaient commencée. Après avoir donné du cyanure à leurs enfants, ils se sont suicidés avec un revolver.
Quelques jours plus tard, leurs corps ont été découverts par les soviétiques. Et tout comme la légende le dit, Magda avait perdu sa mâchoire. Elle avait assisté à cette séance après sa mort. Et la dernière photo sur le site nous montre un autre groupe de gens avec la légende suivante. Tout le monde cherchait Mr. Klein, mais il était introuvable. Plus tard dans la soirée, on le retrouve dans le parc de l'Opéra, stigmatisé et respirant à peine. Klein pourrait faire référence à Fritz Klein, un autre nazi connu, mais c'est aussi juste un nom de famille allemand courant. Le parc de l'Opéra, par contre, n'est pas à Berlin, mais à Copenhague, ce qui veut dire que tout ça s'est réellement passé à Copenhague, soit Mr. Klein a voyagé 400 km en quelques heures. Après avoir acheté le livre Balder, il l'a ramené avec lui à Copenhague et a fait des copies de photos qu'on vient de regarder, qui ne serait apparemment qu'une toute petite partie de ce que contient le livre. Mais avant qu'il ait eu le temps de copier d'autres pages, son appart a été cambriolé et le seul truc volé, c'était le livre. Bon, vous vous demandez peut-être si tout ça est vrai. Eh bien, malheureusement non. Quelques années après avoir mis ce site en ligne, Balder a publié un avertissement expliquant que tout ça n'était qu'un projet artistique et qu'il l'avait fait avec Photoshop. Le but, c'était de montrer à quel point c'était facile de faire circuler de la désinformation sur Internet. Mais attends, il a dit qu'il avait fait ça avec Photoshop et un tas de vieilles photos. Même dans les années 90, Photoshop était déjà un outil puissant. Si tu regardes bien ces images, les retouches semblent en effet assez minimes. Ces images étaient déjà flippantes avant même que Balder y touche. C'est quoi au juste, ces photos? Heureusement, je suis pas le premier à trouver qu'il y a un truc louche avec le matériel source que Balder a utilisé. Et après juste un petit coup de recherche, je suis tombé sur un article écrit par Tom Bucker qui expliquait tout. Les images modifiées ont été prises par un photographe danois nommé Sven Turk qui était actif pendant la Seconde Guerre mondiale. Les photos viennent tous d'un livre intitulé I Was Familiar with the Spirits, où je connaissais les esprits. Les photos de ce livre ont été prises lors d'une série d'expériences que Sven avait réalisées. Il avait organisé des séances avec des médiums célèbres et il leur avait demandé de se produire dans le noir complet pour éviter toute tromperie. Donc, toutes ces photos ont été prises avec des caméras infrarouges. Honnêtement, je peux pas vraiment expliquer ces photos. T'as des gens et des objets qui lévitent parfois ou qui volent dans la pièce. Je suis sûr qu'il doit y avoir une explication raisonnable à tout ça, mais moi j'en ai pas. Si tu trouves une explication, fais-moi signe. En tant que projet d'horreur, The Incident est à la fois super stylé et assez inhabituel pour son époque. La plupart des projets d'horreur sur Internet des années 90, même les ARG avaient au moins un avertissement pour dire aux gens que tout ça était fictif. C'est une œuvre de fiction. Mais l'incident a été présenté de manière complètement sérieuse, au moins pendant quelques années. Du coup, la plupart des gens pensaient que c'était vrai. Et Balder avait même ajouté une section de commentaires sur son site qui contenait toutes les courriels qu'il avait reçus de ses fans, remplis de toutes sortes de théories farfelues. Même si l'incident était probablement faux, c'était juste un parmi tant d'autres sites de photos paranormales sur le début d'Internet. Ces sites contenaient surtout des photos envoyées par des utilisateurs avec des éléments paranormaux qui étaient censés être des éléments paranormaux supposés inexplicables. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'un des sites les plus populaires de ce genre. Les Shadowlands est un site qui a été créé en 1994 et qui existe toujours aujourd'hui. C'est un vrai carrefour pour tout ce qui est paranormal et inexplicable. On peut y trouver presque tous les légendes urbaines, histoires de fantômes ou créatures étranges que tu peux t'imaginer. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une section particulière de ce site, les fantômes et apparitions. Cette page contient des photos de ce qui est censé montrer des fantômes dans la vraie vie. Allons jeter un œil à quelques-unes d'entre eux. Cette photo s'appelle « La fille en feu ». En 1995, à Shropshire, en Angleterre, la mairie de Wem a pris en feu et a finalement été réduite en cendres, ne laissant que des ruines. Pendant que le bâtiment brûlait, un homme nommé Tony O'Reilly a pris une photo de l'autre côté de la rue avec un objectif zoom. Il n'a rien remarqué d'anormal en cliquant, mais en développant la photo, il a vu ce qui semblait être une petite fille à l'entrée du bâtiment en feu. Selon les Shadowlands, cette petite fille a été identifiée comme étant Jane Sherman, qui aurait apparemment mis le feu au bâtiment auparavant et y serait morte en 1677. Son esprit entrait supposément le bâtiment depuis. Bien que ce soit une belle histoire, la photo a finalement été démystifiée en 2010.
avec l'image de la fille superposée à celle de Tony. Notre prochain cas nous amène à Belgrave Hall, à Leicester, un manoir transformé en musée. Le 23 décembre 1999, dans le jardin, les lumières de sécurité s'allumaient dès qu'un certain type de mouvement était détecté. La scène éclairée a été heureusement capturée par une caméra de sécurité et dans cette capture d'écran, on peut voir ce qui semble être un fantôme d'environ 6 pieds. Selon les légendes urbaines, certains ont théorisé qu'il pourrait s'agir du fantôme de Charlotte Ellis, une femme qui est morte dans la maison à la fin des années 1800 et qui entrerait apparemment les lieux depuis. Certains pensent que ce qu'on voit pourrait simplement être une feuille qui passe devant l'objectif de la caméra de sécurité. Mais ensuite, qu'est-ce qui a activé les lumières dans la cour? Il y a un épisode d'une émission britannique de chasseurs de fantômes des années 2000 qui s'appelle Most Haunted et qui parle de ce phénomène en particulier. Et c'est vraiment fou. L'équipe s'est installée dans une maison pour faire une séance de spiritisme et pendant celle-ci, plusieurs membres de l'équipe d'enquête ont perdu connaissance. Je rigole pas. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé d'explication pour les images de vidéosurveillance et c'est toujours non résolu à ce jour. La photo suivante vient d'un utilisateur de Shadowlands. Elle montre un homme nommé Josh debout près d'une cascade avec un couple se tenant à côté de lui. L'image a été prise par un ami de Josh. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y a de paranormal là-dedans. Eh bien, il n'y avait pas de couple à côté de Josh. Les seules personnes à la cascade ce jour-là, c'était Josh et son ami. Ils ont capturé 2 fantômes sur la photo. Comme ça a été soumis par un utilisateur, il n'y a pas vraiment eu d'enquête ou de contexte à examiner ici. Pour moi, ça vient surtout d'un problème avec l'appareil photo qui a pris ce cliché. Si tu regardes bien à gauche des 2 fantômes, tu verras le t-shirt de Josh. Peut-être qu'il y avait un petit truc avec le capteur de la caméra, mais je suis pas sûr parce qu'il y a une deuxième photo sur cette page où on dirait que les fantômes ont légèrement bougé. J'irais même jusqu'à dire que leurs formes ont l'air encore plus humaines ici. Peut-être que les photos sont simplement retouchées, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est une preuve de paranormal? La deuxième photo soumise par l'utilisateur a été prise à l'intérieur d'une voiture. Il montre une vitre côté conducteur et juste à l'extérieur, on dirait qu'il y a une sorte de truc blanc comme un calamar. Et si on augmente un peu la luminosité, tu verras un truc inexplicable. Franchement, je sais pas ce que c'est. Selon les Shadowlands, certains disent que c'est un gars avec une veste noire, mais personnellement, je vois rien. Contrairement aux autres photos, je pense que je peux expliquer celle-ci. Quand tu prends une photo, c'est soit l'appareil photo, soit un élément dans la photo qui bouge vite. Tu peux avoir un effet appelé rolling shutter, ce qui fait que les images deviennent déformées. Ça arrive parce que la scène a changé entre l'ouverture et la fermeture de l'obturateur de la caméra. C'est généralement un problème beaucoup plus important avec les capteurs des caméras numériques qui ont un balayage beaucoup plus lent que les caméras argentiques. Mais ça peut aussi arriver avec l'argentique parfois. Cette photo de 1913 d'une voiture de course est un super exemple. Tout est déformé de gauche à droite. Je pense que cette photo montre probablement soit un panneau, soit une voiture qui passe, fortement déformée à cause de l'effet de rolling shutter. Probablement prise avec un appareil photo jetable. D'autres trucs bizarres sur la photo, c'est sûrement juste un reflet de ce qu'il y a dans la voiture, ce qui serait logique parce qu'on ne voit pas d'émotion sur la photo, ou c'est juste une bande de fantômes, j'en sais rien. Regardons une autre photo de fantôme dans les Shadowlands. C'est une autre photo soumise par un utilisateur, prise dans un pub allemand, à la fin des années 90. La photo montre des jeunes qui doivent sûrement être en train de célébrer pendant un match de foot, mais si tu regardes dans le coin inférieur droit, tu remarqueras quelque chose de vraiment étrange au devant. On voit sur cette photo 2 silhouettes fantomatiques qui sont étonnamment claires. Ce ne sont pas des ombres banales ou des flous de caméra. La personne qui a soumis cette photo dit que les 2 figures ressemblent à des statues, mais il ne se souvient pas que ça a été dans le pub. Ce qui est intéressant, c'est que ce mystère a finalement été résolu en 2001 par un autre utilisateur de Shadowlands. Jette un œil à la couverture de l'album Hey Jude des Beatles. Ça te dit quelque chose? Les statues de chaque côté de la photo sont les 2 figurines fantomatiques qui sont dans la photo du pub. Mais après avoir appris ça, le webmaster des Shadowlands a envoyé un email à la personne qui avait soumis la photo du pub, lui demandant comment les statues des Beatles se sont retrouvées dans son image, mais il n'a jamais eu de nouvelles. Si tu n'as jamais visité les Shadowlands, je te le recommande. Comme je l'ai dit, le site existe encore aujourd'hui. Et c'est hyper facile de se laisser entraîner dans un rabbit hole du web 1.0. Avec toutes sortes de trucs mystérieux. Je suis sûr qu'on reviendra sur ce site dans un futur épisode de cette série. Mais pour l'instant, on va passer à autre chose. Le prochain site qu'on va voir est une autre enquête paranormale, mais avec une touche intéressante cette fois-ci. Ghostwatcher,
est un site lancé en 1995, créé par un artiste nommé June Houston. Alors que la plupart des sites d'enquête paranormale sur le début d'Internet, qui se concentraient sur des photos de fantômes, que ce soit collectées ou envoyées au maître du web, Ghostwatcher était différent. June a créé ce site pour enquêter sur les fantômes chez elle. En ouvrant le site pour la première fois, tu es accueilli par un petit texte d'introduction qui explique que June a commencé à entendre des bruits bizarres chez elle quand elle était seule. Au lieu de juste enquêter tout seul, elle a décidé de mettre plein de webcams partout dans sa maison qui prennent des photos 1 à 3 fois par minute. Chacune de ces webcams a un projecteur qui s'allume, qui capture des images qu'elle télécharge sur un site. Un peu comme un live stream à la sauce très basique. Heureusement, comme tout est proposé sous forme de fichiers JPEG, les versions archivées de ce site sont presque complètes et incluent toutes les photos et les flux de webcam. Faisons le tour des différents angles. Il y a environ 5 caméras sur le lit de June qui capturent l'intérieur de son cadre de lit. Pas grand-chose ne change ici. En fait, je suis presque sûr que l'archive Internet ne montre que les mêmes fichiers d'images pour chaque archive de cette page. Donc même si on peut voir les photos, on regarde juste les mêmes, peu importe la date à laquelle la page a été archivée. Il y a aussi quelques angles dans son sous-sol, dont on a une vue plutôt flippante d'une sortie arrière, qui a l'air d'être une sortie tout droit de Blair Witch Project ou un truc du genre. Elle a même installé des caméras dans ses malles, car elle pense que les fantômes dans sa maison squattent ses coffres. Du coup, elle a dû sortir tous ses vêtements et remettre des caméras à l'intérieur, avec des images en noir et blanc et de mauvaise qualité. Les photos sont assez flippantes. Et sur le site, il y a une section commentée où les gens partagent ce qu'ils ont trouvé en regardant les lives. Et apparemment, ils ont déniché pas mal de trucs. Il y a des histoires de créatures d'ombre et d'objets verts, ce qui n'a pas de sens puisque tout est en noir et blanc. Et il y a cet homme malveillant nommé Alfred qui aurait traversé les caméras pour hanter un utilisateur de Ghostwatcher. Ce que j'ai préféré, c'est un commentaire d'un ancien ingénieur de la NASA, David Hoffman, qui a dit qu'il était tombé par hasard sur ce site et qu'il pouvait affirmer qu'il n'avait rien d'anormal ici. Après tout, c'est un ingénieur de la NASA, mais il a ressenti le besoin de commenter puisqu'il a eu un aperçu des yeux et du sourire de June. Il y avait quelque chose qui me dérangeait à propos de ce site. Tu te souviens quand je t'ai dit que Wayback Machine servait probablement la même image archivée pour chaque version de la page? Eh bien, en fait, je suis pas sûr que ce soit le cas. Si on regarde le dossier où ces images ont été stockées sur Wayback Machine, elles ne proviennent pas du même endroit. Ce sont des fichiers séparés, archivés individuellement à des dates différentes. Mais c'est toujours la même image. Qu'est-ce qui se passe ici? Au fil des années, June, elle ajoutait plus d'angles de caméra sur son site et vers le milieu des années 2000, elle refondait le design général pour le garder à jour. La fonctionnalité restait la même, les webcams prenaient des photos 1 à 3 fois par minute et le site se mettait à jour au fur et à mesure avec des nouvelles photos. Sauf que cette fois, June ajoutera une superposition sur les images avec l'URL de Ghostwatcher, ainsi que la date et l'heure à laquelle la photo a été prise. Et sur une de ces photos de 2006, on peut clairement voir que c'est la même image qui était sur le site en 1996. 10 ans d'écart entre ces deux soi-disant clichés, et non seulement l'angle de prise de vue et l'exposition sont exactement les mêmes, mais même la poussière est au même endroit. J'ai pas besoin de te convaincre. C'est juste la même photo, sauf que la version de 2006 a une superposition et j'ai pu trouver plusieurs exemples de ça. Ça veut dire que June a juste tourné entre les mêmes séries de photos tout ce temps. En fait, je suis même pas sûr que ces photos aient jamais été changées. Comme tu peux le voir, les images sur le site n'ont jamais vraiment changé, ou du moins dans les archives. Je ne trouve que les mêmes photos répétées sur chaque version de chaque page. Et je suis pas le seul à avoir remarqué ça. J'ai trouvé un commentaire sur Reddit d'une personne qui avait utilisé le site à son apogée et qui a noté la même chose que moi. Ça veut dire que Ghostwatcher n'était qu'un troll vraiment élaboré qui a duré plus de 11 ans. Il faut vraiment rendre hommage à June. Elle avait une dévocation folle. Elle avait même monté un magasin de produits dérivés plus tard. Et surtout, un énorme respect à toutes les personnes qui regardaient les mêmes images encore et encore depuis plus d'une décennie. Tu sais, je suis pas vraiment surpris, mais on a regardé pas mal d'escroqueries aujourd'hui. Et je suppose que ça fait partie du truc. Mais crois-moi, quand je te dis que le prochain site est 100% authentique. AfterDeath.com est un site archivé pour la première fois en 1996, qui tourne autour du concept de communication après la mort, ou CAM pour faire court. Ça peut sonner comme du spiritisme,
mais ça diffère à plusieurs égards. Alors que le spiritisme traditionnel tourne autour du concept de séance animée par un médium, où les communications après la mort se font différemment entre une personne et son être cher disparu sans intermédiaire. Les séances sont dirigées par Bill et Judy Guntunhem, qui ont inventé le terme « communication après la mort » en 1988. Ils estiment que 20% des gens aux États-Unis ont vécu une CAM à un moment ou à un autre. Bill et Judy ont passé 7 ans à interviewer 2000 personnes et ont compilé 353 témoignages de première main sur les CAM dans un livre intitulé « Bonjour du ciel ». Bien que la plupart des trucs paranormaux dont on a parlé jusqu'ici aient un ton un peu menaçant, l'idée des CAM est censée offrir la rassurance que vos proches persistent quelque part sur un autre plan d'existence, ce qui est plus en phase avec l'idée traditionnelle du spiritisme. Ce qui est très intéressant sur ce site, c'est la section des mémoriaux. Ça pourrait en effet être le premier index d'obituary sur Internet, ou du moins, j'en trouve pas de plus ancien. Alors que traditionnellement, les nécrologies ont un format très simple et sans émotion. Ceux-là sont tous assez personnels. Et pour être honnête, c'est difficile de ne pas être un peu ému en les lisant. Quand j'ai d'abord exploré ce site pour cette vidéo, je m'attendais vraiment pas à trouver quelque chose de plus ésotérique. Peut-être quelque chose dans le même style que cet infâme fiasco des 23 minutes, que j'ai brièvement mentionné plus tôt dans la vidéo, qui est un parfait exemple de ce genre de folie religieuse paranormale qui rappelle tellement cette époque révolue que j'espérais capturer. Plus je passais de temps sur afterdeath.com, plus je réalisais que c'était complètement différent. Plus loin dans le site, Bill et Judy expliquaient qu'ils avaient recueilli un total de 3300 témoignages de communication après la mort et qu'ils avaient pu tirer quelques conclusions de leurs recherches, comme les catégories dans lesquelles les CAM tombent généralement. Peut-être que tu as ressenti la présence de tes proches disparus en faisant ta journée et que tu as juste eu une sensation distincte et inexplicable qu'ils étaient là, tout près de toi. Peut-être que tu t'es réveillé durant les heures des sorcières ou tu as pu établir un contact quand le voile était plus mince. Peut-être que tu les as perçus d'une certaine manière, que tu as entendu leur voix, ressenti leur odeur, senti leur toucher, voire même rêvé d'eux. Selon les recherches de Bill et Judy, les CAM se déroulent dans presque tous les cas de manière positive. Ils insistent sur le fait que les fantômes de l'autre côté de la connexion spirituelle disent souvent des choses comme « Je serai toujours là pour toi, tout ira bien, on se reverra, je t'aime ». Franchement, ça serait si facile de démonter tout ça méthodiquement. Je pourrais parler des trucs comme les hallucinations et du billet de confirmation. Mais franchement, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Sur afterdeath.com, il y a une section de forum, et tu sais quoi? C'est pas seulement plein de récits de gens qui ont parlé aux morts, mais aussi rempli de chagrin, d'amour et de soutien, tout comme leur section de mémoriaux. Je pense vraiment que croire au paranormal peut être un super moyen de gérer tout ça comme un mécanisme pour gérer les extrêmes qu'on rencontre dans nos vies souvent banales, comme la mort par exemple, qui peut déstabiliser une communauté de gens trouvant quand même du positif dans les moments les plus durs. Bref, c'est tout pour notre plongée dans l'Internet des années 90. Quand on reviendra pour le prochain épisode, on va parler de ce qui est sûrement le plus gros sujet paranormal. Pas seulement de l'Internet des années 90, mais des années 90 en général. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans l'espace commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à tous ceux qui vont le faire. On se rapproche, il reste 4 abonnés avant les 3000 abonnés. Alors merci d'avance pour ce chiffre, qui représente beaucoup pour moi. Et puis nous, on va se revoir bientôt. Alors prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, tout finit par se savoir. À bientôt.